Le général et Moutier partirent tous deux pour l'auberge Bournier, ils n'y trouvèrent personne que le greffier de la mairie qui écrivait dans la salle. Moutier lui expliqua pourquoi venait le général. Le greffier fit quelques difficultés, disant qu'il ne connaissait pas le général, etc. Le général. Est-ce que vous me prenez pour un voleur, par hasard? Puisque c'est moi que ces gueux de Bournier voulaient assassiner, pour me voler plus à leur aise et sans que je puisse réclamer. J'ai bien le droit de reprendre ce qui m'appartient, je pense. Le greffier. Mais, monsieur, je suis chargé de la garde de cette maison jusqu'à ce que l'affaire soit décidée, et je ne connais pas les objets qui sont à vous. Je ne veux pas risquer de voir enlever des effets dont je suis responsable et qui appartiennent à ces gens-là. Le général lui fit la liste de ces effets et indiqua la place où on les trouverait. Le greffier alla dans la chambre désignée, y trouva les objets demandés et les apporta, le général lui donna comme récompense une pièce de 20 francs. Le greffier refusa d'abord vivement, puis mollement, puis accepta, tout en témoignant une grande répugnance à donner à ses services une apparence intéressée. Moutier se chargea des effets, du nécessaire et de la lourde cassette, et ils rentrèrent à l'Ange gardien. Le général appela Jacques et Paul, qui le suivirent dans sa chambre, il leur fit voir ce que contenait sa cassette et son nécessaire de voyage. Dans la cassette il y avait une demi-douzaine de montres d'or avec leurs chaînes, de beauté et de valeurs différentes, toutes ces décorations en diamants et en pierres précieuses, un portefeuille bourré de billets de banque et une sacoche pleine de pièces d'or. C'était tout cela que le général avait imprudemment laissé voir à Bournier et qui avait enflammé la cupidité de ce dernier. Le nécessaire était en vermeil et contenait tout ce qui pouvait être utile pour la toilette et les repas. Jacques et Paul étaient dans le ravissement et poussaient des cris de joie à chaque nouvel objet que leur faisait voir le général. Les montres surtout excitaient leur admiration. Le général en prit une de moyenne grandeur, y attacha la belle chaîne d'or qui était faite pour elle, mit le tout dans un écrin ou boîte en maroquin rouge et dit à Jacques, « Celle-là, c'est celle que ton bon ami donnera à tante Elfie. Et puis, ces deux-là, dit-il en retirant de la cassette 2 montres avec des chaînes moins belles et moins élégantes, ce sont les vôtres que vous donne votre bon ami. Mais ne dites pas que je vous les ai fait voir, il me gronderait. Jacques. C'est vous, mon bon général, qui nous les donnez. Le général. Non, vrai, c'est Moutier, c'est son présent de noces. Jacques. Mais quand donc les a-t-il achetés? Et avec quoi? Il disait tantôt qu'il était pauvre, qu'il n'avait pas d'argent. Le général. Précisément. Il n'a pas d'argent, parce qu'il a tout dépensé. Jacques. Mais pourquoi a-t-il dépensé tout son argent en présent de noces, puisqu'il ne voulait pas se marier, et que, sans vous, il ne se serait pas marié? Le général. Précisément. C'est pour cela. Et quand je te dis quelque chose, c'est très impoli de ne pas me croire. Jacques. Oui, mon bon général, mais quand vous nous donnez quelque chose, et de si belles choses, nous serions bien ingrats de ne pas vous remercier. Le général. Petit insolent. Puisque je te dis. Il ne put continuer parce que Jacques et Paul se saisirent chacun d'une de ses mains qu'ils baisaient et qu'ils ne voulaient pas lâcher malgré les évolutions du général qui tirait à droite, à gauche, en avant, en arrière, il commençait à se fâcher, à jurer, à menacer d'appeler au secours et de les faire mettre à la salle de police. Il parvint enfin à se dégager. Et rentra tout rouge et tout suant dans la salle où se trouvaient Moutier, Elfie et sa sœur. Moutier, dit-il d'une voix formidable, entrez chez moi, j'ai à vous parler. Moutier le regarda avec surprise, sa voix indiquait la colère, et, au lieu de rentrer chez lui, il se promenait en long et en large, les mains derrière le dos, soufflant et s'essuyant le front. Moutier. Que vous est-il arrivé, mon général? Vous avez l'air. Le général. J'ai l'air d'un sot, d'un imbécile, qui a moins de force d'esprit et de corps qu'un gamin de 9 ans et un autre de 6. Quand je parle, on ne me croit pas, et quand je veux m'en aller, on me retient de force. Trouvez-vous ça bien agréable? Moutier. Mais, mon général, je ne comprends pas. Que vous est-il donc arrivé? Le général. Demandez à ces gamins qui grillent de parler, ils vont vous faire un tas de contes. Jacques, riant. Mon bon ami Moutier, je vous remercie des belles montres d'or que vous nous donnerez, à Paul et à moi, comme cadeau de noces. Moutier, très surpris. Montre d'or. Cadeau de noces. Tu es fou, mon garçon. Où et avec quoi veux-tu que j'achète des montres d'or?
Et à 2 gamins comme vous encore, quand je n'en ai pas moi-même. Et quel cadeau de noces, puisque je ne songeais pas à me marier? Jacques. Voyez-vous, mon bon général? Je vous le disais bien. C'est vous. Le général. Tais-toi, gamin, bavard. Je te défends de parler. Moutier, je vous défends de les écouter. Vous n'êtes que sergent, je suis général. Suivez-moi, j'ai à vous parler. Moutier, au comble de la surprise, obéit, il disparut avec le général, qui ferma la porte avec violence. Le général, rudement. Tenez, voilà votre dot. Il met de force dans les mains de Moutier un portefeuille bien garni. J'y ai ajouté les frais de noces et d'entrée en ménage. Voilà la montre et la chaîne d'Elfie, voilà la vôtre. Moutier veut les repousser. Sapristi. Ne faut-il pas que vous ayez une montre? Lorsque vous voudrez savoir l'heure, faudra-t-il pas que vous couriez la demander à votre femme? Ces jeunes gens, ça n'a pas plus de tête, de prévoyance que des linottes, parole d'honneur. Tenez, vous voyez bien ces 2 montres que voilà? Ce sont celles de vos enfants. C'est vous qui les leur donnez. Ce n'est pas moi, entendez-vous bien? Non, ce n'est pas moi. Quand je vous le dis. Pourquoi leur donnerais-je des montres? Est-ce moi qui me marie? Est-ce moi qui les ai trouvés, qui les ai sauvés, qui ai fait leur bonheur en les plaçant chez ces excellentes femmes? Oui, excellentes femmes, toutes 2. Vous serez heureux, mon bon Moutier, je m'y connais et je vous dis, moi, que vous auriez couru le monde entier, pendant 100 ans, que vous n'auriez pas trouvé le pareil de ces femmes. Et je suis bien fâché d'être général, d'être comte d'Ourakine, d'avoir 64 ans, d'être russe, parce que, si j'avais 30 ans, si j'étais français, si j'étais sergent, je serais votre beau-frère, j'aurais épousé Madame Blido. L'idée d'avoir pour beau-frère ce vieux général à cheveux blancs, à face rouge, à gros ventre, à carrure d'Hercule, parut si plaisante à Moutier qu'il ne put s'empêcher de rire. Le général, déridé par la gaieté de Moutier, la partagea si bien que tous 2 riaient aux éclats quand Madame Blido, Elfie et les enfants, attirés par le bruit, entrèrent dans la chambre. Ils restèrent stupéfaits devant l'aspect bizarre du général à moitié tombé sur un canapé où il se roulait à force de rire, et de Moutier partageant sa gaieté et s'appuyant contre la table sur laquelle étaient étalés l'or et les bijoux de la cassette et du nécessaire. Le général se souleva à demi. Le général. Nous rions, parce que... Ma bonne Madame Blido. Je voudrais être le beau-frère de Moutier, en vous épousant. Madame Blido. M'épouser, moi. Voilà qui serait drôle, en effet. La bonne bêtise. Elfie n'avait pas attendu la fin du discours du général pour partir aussi d'un éclat de rire. Les enfants, voyant rire tout le monde, se mirent de la partie, ils sautaient de joie et riaient de tout leur cœur. Pendant quelques instants, on n'entendit que des « ah ah » sur tous les tons. Le général fut le premier à reprendre un peu de calme, Moutier et Elfie riaient de plus belle dès qu'ils portaient les yeux sur le général. Ce dernier commençait à trouver mauvais qu'on s'amusât autant de la pensée de son mariage. Au fond, dit-il, je ne sais pas pourquoi nous rions. Il y a bien des Russes qui épousent des Françaises, bien des gens de 64 ans qui se marient, bien des comtes qui épousent des bourgeoises. Ainsi, je ne vois rien de si drôle à ce que j'ai dit. Suis-je donc si vieux, si ridicule, si laid, si sot, si méchant, que personne ne puisse m'épouser? Voyons, Moutier, vous qui me connaissez, est-ce que je ne puis pas me marier tout comme vous? Parfaitement, mon général, parfaitement, dit Moutier en se mordant les lèvres pour ne pas rire, seulement, vous êtes tellement au-dessus de nous, que cela nous a semblé drôle d'avoir pour beau-frère un général, un comte, un homme aussi riche. Voilà tout. C'est vrai, reprit le général, aussi n'était-ce qu'une plaisanterie. D'ailleurs, Madame Blido n'aurait jamais donné son consentement. Madame Blido, riant. Certainement non, général, jamais. Mais pourquoi cet étalage d'or et de bijoux, et toutes ces montres? Que faites-vous de tout cela? Le général. Ce que j'en fais? Vous allez voir. Elfie, voici la vôtre. Moutier, prenez celle-ci, Jacques et Paul, mes enfants, voilà celle que vous donne votre bon ami. Ma chère Madame Blido, vous prendrez celle qui vous est destinée, et qui ne peut aller à personne, ajouta-t-il, voyant qu'elle faisait le geste de refuser, parce que le chiffre de chacun est gravé sur toutes les montres. Elfie. Oh.
Général. Que vous êtes bon et aimable. Vous faites les choses avec tant de grâce qu'il est impossible de vous refuser. Moutier. Merci, mon général. Je dis, comme elle fit, que vous êtes bon, réellement bon. Mais comment avez-vous eu l'idée de toutes ces emplettes? Le général. Mon ami, vous savez que je ne suis pas né d'hier, comme je vous l'ai dit. Quand vous êtes parti pour venir ici, j'ai pensé, l'affaire s'arrangera, le manque d'argent le retient, je ferai la dot, je bâclerai l'affaire et les présents de noces seront tout prêts. Je les avais déjà achetés par précaution. Je suis parti le même jour que vous, pour avoir de l'avance et faire connaissance avec la future, avec la sœur et avec les enfants. J'ai été coffré par ce scélérat d'aubergiste, j'avais apporté la dot en billets de banque, plus 3000 francs pour les frais de noces. Ce coquin a vu tout ça et ma sacoche de 10 000 francs en or et tout le reste. Et voilà comment j'ai les montres avec les chiffres toutes prêtes d'avance. Comprenez-vous maintenant? Moutier. Parfaitement, je comprends parce que je vous connais, de la part de tout autre ce serait à ne pas le croire, Elfie et moi nous n'oublierons jamais. Assez, mes amis. Soupons, causons et dormons ensuite. Bonne journée que nous aurons passée. J'ai joliment travaillé, moi, pour ma part, est vrai, j'ai besoin de nourriture et de repos. Madame Blido courut aux casseroles qu'elle avait abandonnées, Elfie et Moutier au couvert, Jacques et Paul à la cave pour tirer du cidre et du vin, le général restait debout au milieu de la salle, les mains derrière le dos, il les regardait en riant. Bien ça, Moutier. Vous ne serez pas longtemps à vous y faire. Bon, voilà le couvert mis. Je prends ma place. Un verre de vin, Jacques, pour boire à la prospérité de l'ange gardien. Jacques déboucha la bouteille et versa. Hurrah pour l'ange gardien. Et pour ses habitants. Cria le général en élevant son verre et en le vidant d'un seul trait. Et mais vraiment, elle est très bien fournie la cave de l'ange gardien. Voilà de bons vins Moutier. Ça fait plaisir de boire des santés avec un vin comme ça. On se mit à table, on soupa de bon appétit, on causa un peu et on se coucha, comme l'avait dit le général. Chacun dormit sans bouger jusqu'au lendemain. Quand tout le monde se réunit le lendemain pour le café, le général examina avec satisfaction les visages radieux qui l'entouraient. Le repas fut gai, mais court. Chacun avait à ranger et à travailler. Moutier se chargea de faire la chambre du général et la salle. Pendant que les deux sœurs, aidées de Jacques, nettoyaient la vaisselle de la veille et préparaient tout pour la journée. Le général sortit, il faisait beau et chaud. En allant et venant dans le village, il vit arriver les gendarmes escortant une charrette où se trouvait Bournier, étendu sur le dos à cause de sa blessure, son frère et sa femme, assis sur une banquette. Une autre voiture, contenant le juge d'instruction et l'officier de gendarmerie, suivait la charrette. On s'arrêta devant l'auberge, on fit descendre le frère et la femme Bournier, 2 gendarmes les emmenèrent et les firent entrer dans la salle où se trouvaient déjà les magistrats et l'officier. 2 autres gendarmes apportèrent l'aubergiste, qui criait à chaque secousse qu'il recevait, malgré les précautions et les soins dont on l'entourait. Ils l'étendirent par terre sur un matelas. Le juge d'instruction appela un des gendarmes. Allez chercher les témoins et la victime. Les gendarmes partirent pour exécuter leurs ordres. Le général avait accompagné le cortège, il entra dans la salle presque en même temps que les criminels. Il se plaça en face de Bournier, qui le regardait d'un œil enflammé par la colère. Gredin. 2, scélérat. Cria le général. Qui est cet homme qui injurie le prévenu, dit le juge d'instruction en se retournant vers lui. Pourquoi est-il entré? Faites-le sortir. Le général. Pardon, monsieur, je suis entré parce que je dois rester. Et si vous me faites sortir, vous serez fort attrapé. Le juge. Parlez plus poliment à la justice, monsieur. Des étrangers ne doivent pas assister à l'interrogatoire que j'ai à faire, et je vous réitère l'ordre de sortir. Le général. L'ordre. Sachez, monsieur, que je n'ai d'ordre à recevoir de personne que de mon souverain, qui est très loin. Sachez, monsieur, qu'en me forçant à m'en aller, vous faites un acte inique et absurde.
Et sachez enfin que, si vous m'obligez à quitter cette salle, aucune force humaine ne m'y fera rentrer de plein gré et n'obtiendra de moi une parole relative à ces coquins. Le juge. Eh. Monsieur, c'est ce que nous vous demandons, taisez-vous et partez. Le général. Je sors, monsieur. Et je me ris de vous et de l'embarras dans lequel vous allez vous trouver. Le général enfonça son chapeau sur sa tête et se dirigea vers la porte. Moutier entrait au même moment, il se rangea, porta la main à son képi. « Pardon, général, dit-il. » Le général sortit. Le juge d'instruction regarda d'un air surpris. « Qui êtes-vous, monsieur ?» dit-il à Moutier. Moutier. Moutier, le principal témoin de l'affaire, monsieur le juge, celui qui a cassé la cuisse de ce gredin-là, qui a enfoncé le crâne à celui-ci et causé un étourdissement à cette gueuse de femme. Le juge, souriant. Tâchez de ménager vos épithètes, monsieur, et qui est le gros homme qui vient de sortir ? Moutier. Le général d'Ourakine, mon prisonnier, que c'est, je ne sais comment les appeler, car enfin ce sont de fiefs coquins, que ces coquins, car coquin est le mot, que ces coquins auraient égorgé si je n'avais eu la chance de me trouver là. Le juge. Comment ? Ce monsieur est. Courez après lui, monsieur Moutier, faites-lui bien mes excuses. Ramenez-le, il faut absolument qu'il fasse sa déposition. Moutier partit et ne tarda pas à rattraper le général qui rentrait chez lui, le teint allumé, les veines gonflées, le souffle bruyant, avec tous les symptômes d'une colère violente et concentrée. Lorsqu'il eut entendu la commission du juge, il s'arrêta, tourna vers Moutier ses yeux flamboyants et dit d'une voix sourde, « Jamais. Dites à ce malappris qu'il se souvienne de mes paroles. » Moutier. Mais, mon général, on ne peut pas se passer de votre déposition. Le général. Qu'on fasse comme si j'étais mort. Moutier. Mais vous ne l'êtes pas, mon général, et alors ? Le général. Alors qu'on suppose que je le suis. Moutier. Mon général, c'est impossible. On ne peut se passer de vous. Le général. Alors, pourquoi m'ont-ils renvoyé ? Pourquoi ne m'ont-ils pas écouté ? Je les ai prévenus, ils n'ont pas voulu me croire. Qu'ils s'arrangent sans moi à présent. Moutier. Mon général, je vous en supplie. Le général. Non, jamais, jamais et jamais. Je ne bouge pas de ma chambre jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Le général entra chez lui, ferma sa porte à clé, et, calmé par l'idée de l'embarras que causerait son refus, il se mit à rire et à se frotter les mains. Moutier retourna à l'auberge et rendit compte de son ambassade. Le juge d'instruction, fort contrarié, parlait de forcer la déposition par des menaces. Moutier. Pardon, monsieur le juge, on n'obtiendra rien de lui par la force, vous l'avez froissé, il fera comme il l'a dit, il se laissera mettre en pièces plutôt que de revenir là-dessus, mais nous pouvons le prendre par surprise, laissez-moi faire. Suivez-moi, ne faites pas de bruit, faites ce que je vous dirai, et vous aurez la déposition la plus complète que vous puissiez désirer. Le juge. Voyons, terminons d'abord ce que nous avons à faire ici, faites votre déposition, monsieur Moutier, greffier, écrivez. Le juge d'instruction commença l'interrogatoire. Quand ils eurent terminé, le juge accompagna Moutier à l'ange gardien, Moutier le pria d'attendre dans la salle, il appela Elfie, lui raconta l'affaire et lui donna ses instructions. Elfie sourit, et alla frapper doucement à la porte du général. « Qui frappe » dit-il d'une voix furieuse. Elfie. « C'est moi, mon bon général, ouvrez-moi. »« Que voulez-vous » reprit-il d'une voix radoucie. Elfie. « Vous voir un instant, vous consulter sur un point relatif à mon mariage, puisque c'est vous qui l'avez décidé. » Le général. « Ah ah. Je ne demande pas mieux, ma petite Elfie. » La porte s'ouvrit, et, en s'ouvrant, masqua Moutier et le juge d'instruction. Le général jeta un coup d'œil dans la salle, ne vit personne, prit un visage riant et laissa la porte ouverte à la demande d'Elfie, qui trouvait qu'il faisait bien chaud dans sa chambre. « Permettez-moi de vous déranger pendant quelques instants, général, » dit Elfie en acceptant le siège que le général lui offrait près de lui, « c'est vous qui avez fait notre mariage, et quand je pense que, sans Joseph, ces abominables gens vous auraient tué. Car ils voulaient vous tuer, n'est-ce pas ? Le général. Je crois bien, m'égorger comme un mouton.
Elfie. Vous ne nous avez pas raconté encore les détails de cet horrible événement. Je ne comprends pas bien pourquoi ces misérables voulaient vous tuer, et comment ils ont pu faire pour s'emparer de vous qui êtes si fort, si courageux. Le général, flatté de l'intérêt que lui témoignait Elfie et assez content de s'occuper de lui-même, lui fit le récit très détaillé de tout ce qui s'était passé à l'auberge Bournier, depuis le moment de son arrivée. Quand le récit s'embrouillait, Elfie questionnait et obtenait des réponses claires et détaillées. Lorsqu'il n'y eut plus rien à apprendre, Elfie se frappa le front, comme si un souvenir lui traversait la pensée et s'écria « Que va dire ma sœur ? J'ai oublié de plumer et de préparer le poulet pour notre dîner. Pardon, général, il faut que je me sauve. » Le général. Et votre mariage dont nous n'avons pas dit un mot ? Elfie. Ce sera pour une autre fois, général. Le général. À la bonne heure. Nous en causerons à fond. Elfie s'échappa leste comme un oiseau. Le général la suivit des yeux et entra dans la salle pour la voir plumer son poulet dans la cuisine. Un léger bruit lui fit tourner la tête, et il vit le juge d'instruction achevant de rédiger ce qu'il venait d'entendre. Le général prit un air digne. Le général. Venez-vous m'insulter jusque chez moi, monsieur ? Le juge. Je viens, au contraire, général, vous faire mes excuses sur l'algarade malheureuse que je me suis permise à votre égard, ignorant votre nom et pensant que vous étiez un curieux, entré pour voir et entendre ce qui doit rester secret jusqu'au jour de la mise en jugement. Je vous réitère mes excuses et j'espère que vous voudrez bien oublier ce qui s'est passé entre nous. Le général. Très bien, monsieur, je ne vous garde pas rancune, car je suis bon diable, malgré mes airs d'ours, mais il m'est impossible de revenir sur ma parole, de retourner dans cette auberge pour l'interrogatoire, ni de vous répondre un seul mot sur l'affaire. Le juge. Quant à cela, monsieur, je n'ai plus besoin de vous interroger, votre déposition a été complète, et je n'ai plus rien à apprendre de vous. Le général écoutait ébahi, son air étonné fit sourire le juge d'instruction. Je vois, je comprends, s'écria le général. La friponne. Ce que c'est que les jeunes filles, c'est pour me faire parler qu'elle est venue me cajoler. Mais comment a-t-elle su ? Ah ! La petite traîtresse. Et moi qui m'attendrissais de son désir de tout savoir, de n'omettre aucun détail sur ce qui me concernait. Et Moutier ? Où est-il ? C'est lui qui a tout fait. Moutier. Moutier. Ah ! Il croit que, parce qu'il m'a fait prisonnier, il peut me mener comme un enfant. Il se figure que, parce qu'il m'a sauvé 2 fois, car il m'a sauvé 2 fois, monsieur, au péril de sa vie, et je l'aime comme mon fils. Et je l'adopterai s'il voulait. Oui, je l'adopterai, qu'est-ce qui m'en empêcherait ? Je n'ai ni femme ni enfant, ni frère ni sœur. Et je l'adopterai si je veux. Et je le ferai comte d'Ourakine, et Elfie sera comtesse d'Ourakine. Et il n'y a pas à rire, monsieur, je suis maître de ma fortune, j'ai 600 000 roubles de revenus, et je veux les donner à mon sauveur. Moutier, venez vite, mon ami. Moutier entra l'air un peu penaud, il s'attendait à être grondé. Le général. Viens, mon ami, viens, mon enfant, oui, tu es mon fils, Elfie est ma fille, je vous adopte, je vous fais comte et comtesse d'Ourakine, et je vous donne 600 000 roubles de rente. Elfie était entrée en entendant appeler Moutier, elle s'apprêtait à le défendre contre la colère du général. À cette proposition si ridicule et si imprévue, elle éclata de rire, et, saluant profondément Moutier, « Monsieur le comte d'Ourakine, j'ai bien l'honneur de vous saluer. » Puis, courant au général, elle lui prit les mains, les baisa affectueusement. « Mon bon général, c'est une plaisanterie, c'est impossible. C'est ridicule. Voyez la belle figure que nous ferions dans un beau salon, Moutier et moi. » Le général regarda Moutier qui riait, le juge d'instruction qui étouffait d'envie de rire, Elfie qui éclatait en rire joyeux, et il comprit que sa proposition était impossible. « C'est vrai. C'est vrai. Il m'arrive sans cesse de dire des sottises. Mettez que je n'ai rien dit. Moutier. Ce que vous avez dit, mon général, prouve votre bonté et votre bon vouloir à mon égard, et je vous en suis bien sincèrement reconnaissant. » Le juge d'instruction salua le général et s'en alla riant et marmottant, drôle d'original.